Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre tout à fait remarquable et innovant par son approche. Il s'agit du livre The Ancient Ethno-State, sous-titré Biopolitical Thought in Classical Greece, donc l'ancien ethno-État en français, sous-titré La pensée biopolitique dans la Grèce classique, un livre écrit par Guillaume Durocher. Ce livre a la particularité de relire la tradition politique des Grecs à la lumière du darwinisme et de la philosophie évolutionniste, ce qui s'avère, à mon sens, une voie d'analyse particulièrement féconde et très intéressante. C'est pourquoi j'ai eu grande envie de faire cet entretien. Or, j'ai justement le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de l'auteur, de Guillaume Durocher. Guillaume, bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Cela faisait un moment que je voulais aborder la tradition politique des Grecs sur ma chaîne YouTube et ton ouvrage m'en offre l'occasion. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter brièvement, dire au public quelques mots de ton parcours, de tes activités, d'écriture ainsi que des raisons ou du contexte qui t'ont poussé à travailler sur la pensée biopolitique des Grecs? Je suis journaliste et historien d'expression anglaise et française. J'écris principalement pour des sites de la dissidence américaine, donc The Occidental Observer, American Renaissance, Countercurrents et d'autres. J'ai longtemps écrit pour The Unz Review aussi. Euh, et J'essaye de trouver des voies pour les Européens. J'essaye de trouver des pistes qui peuvent nous permettre de mieux vivre. Et j'ai trouvé ça dans la mouvance dissidente parce qu'elle pose les questions importantes. Et donc, c'est par là que je me suis approché de cette mouvance. Et je me suis intéressé aux Grecs en particulier parce que je cherchais un peu, comme on disait dans l'Allemagne d'après-guerre, un passé utilisable. Parce qu'en fait, je pense qu'une grande partie de notre héritage européen n'est pas utilisable. Je pense qu'une grande partie de ce qu'il y a dans l'Europe moderne, dans son idéologie, dans ses valeurs, n'est pas utilisable. Et donc je cherchais quelque chose qui était pour moi plus dans le vrai. Et j'étais ébloui par les Grecs. Et donc j'ai écrit plusieurs articles sur différentes œuvres classiques qui sont très bien connues, mais comme tu l'as souligné, je les analyse d'un point de vue darwinien, et donc je pense que c'est une approche originale qui permet de faire ressortir leur pertinence aujourd'hui, à notre époque, quand les Européens sont menacés. Mmh. En effet, ça me semble une approche extrêmement moderne, en fait, de lecture des Grecs. Comme je l'ai dit pour commencer, donc tu as décidé de relire la pensée politique des classiques des Grecs à partir de cette approche darwinienne et évolutionniste, ainsi qu'à l'aide du concept d'ethno-État, qui fait le titre de ton livre. Pourrais-tu tout d'abord expliquer en quoi consiste ta méthode? Concrètement, qu'est-ce qu'on entend là par une lecture darwinienne? L'approche darwinienne consiste à analyser la nature d'un point de vue reproductif. C'est la thèse selon laquelle les êtres vivants existent non pas dû à l'existence de certaines formes abstraites qui ne changeraient jamais. Il n'y a pas une essence de chien, par exemple, qui serait éternelle et inchangeable, mais que le vivant change en fonction des individus qui survivent et de leur reproduction. Donc tout est une lutte à cet égard, mais cette lutte n'est pas seulement au niveau de l'individu, mais c'est aussi au niveau des groupes. Et donc, si on analyse d'un point de vue darwinien la culture humaine, on va se poser la question, comment est-ce que la culture d'une société donnée influence sa reproduction? Qui se reproduit? Sous quelles conditions? Et comment est-ce que cette culture interagit avec d'autres cultures? Comment gère-t-elle le conflit entre groupes? Et si on prend le démolibéralisme, l'idéologie qui domine certainement depuis 1945 et même avant, c'est une idéologie qui est totalement indifférente euh, à ces questions-là. Elle pense l'individu comme une sorte d'atome doté de droits,
sans ascendance, sans devoir de descendance, et on peut se reproduire aléatoirement, et de toute façon, il n'y a pas de groupe valable qui devrait perdurer ou non, par exemple les Français ou les Blancs ou tel autre groupe. Et donc, cette idéologie-là a un impact reproductif et évolutif, mais qui n'est pas conscient, je dirais. Si on analyse les Grecs de ce point de vue-là, on voit que c'est une société qui s'est épanouie et qui a survécu pendant très longtemps parce que leurs valeurs étaient valables d'un point de vue darwinien, parce que ça favorisait la reproduction, ça favorisait l'unité du groupe, notamment lors des conflits avec d'autres groupes, qui faisaient une part très importante à l'identité de la Grèce, de la cité. Et c'est pas totalement surprenant et c'est pas quelque chose que j'invente parce que Darwin lui-même constatait que la culture traditionnelle de n'importe quel peuple a tendance à favoriser quelque part la survie et l'épanouissement du groupe. Donc c'est pas d'une manière systématique, c'est pas d'une manière réfléchie, parce qu'il y aura beaucoup de coutumes traditionnelles qui seront purement barbares, mais il disait, globalement, une culture traditionnelle va favoriser la survie du groupe, parce que sinon, cette culture serait remplacée par d'autres, tout simplement. Et donc, les Grecs peuvent être analysés de ce point de vue-là, mais je trouve chez eux que, justement, tout ce côté-là n'est pas... comment dire, il y a une combinaison de la vitalité traditionnelle et barbare, mais aussi de la rationalité. Et cette combinaison est très très rare. Mmh. Oui, il y a vraiment un phénomène unique dans cette histoire grecque. Donc nous allons voir en détail au fil de cet entretien, tout ce que vous avez retiré de cette relecture. Autre point de clarification avant d'entrer dans le sujet, comment comprendre cette notion d'ethno-État, qui fait le titre du livre et cette notion de biopolitique? Alors, je commencerai par la biopolitique, parce que je crois que c'est le concept plus large. Il s'agit de tout ce qui peut influencer euh, toutes les questions que je viens d'aborder, c'est-à-dire les questions reproductives, de euh, définition du groupe, de gestion de conflits avec d'autres groupes, et donc tout ce qui va changer sur le long terme le caractère biologique du peuple. Euh, Et donc, ça veut dire les politiques reproductives et des coutumes, comme le mariage, par exemple. Ça peut être aussi euh, anti-biopolitique, donc par exemple la valorisation du célibat et de la vie monacale. Et ça peut être aussi les politiques démographiques, par exemple d'immigration, donc ou d'assimilation d'ailleurs. Donc, la biopolitique, c'est tout ce qui va changer de manière consciente ou pas le caractère biologique de la population. Euh, et quand on a compris ça, on voit qu'il y a certes des biopolitiques conscientes, donc on peut avoir une politique nataliste, par exemple, comme la France l'a depuis la deuxième moitié du 19e siècle, mais ça peut aussi être inconscient, comme c'est le cas de la plupart des religions. Et les différentes religions ont des approches biopolitiques tout à fait différentes si on regarde le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme et les religions païennes. Donc ça, c'est pour la biopolitique. Ensuite, un ethno-État, il y aura différentes définitions. Wilmot Robertson a inventé ce concept à la fin du XXe siècle. Et je pense que les gens auront des définitions différentes, et on peut même reprocher à ce terme d'être une sorte de, disons, une répétition du concept d'État-nation. Parce que quelque part, c'est un peu la même chose, sauf que le concept d'État-nation a été dévoyé et ne signifie plus vraiment un peuple, une nation. Nation, ça vient de latin pour naissance. Donc à la base, il faut comprendre que tous les États-nations étaient plus ou moins un concept ethnique. Même quelque part en France, hein, mais bon, certainement pour l'Italie, certainement pour la Roumanie, la plupart des autres États-nations traditionnels. Mais vu que ce concept a été dévoyé, on parle d'ethno-État.
Pour moi, un ethno-État, c'est un État qui est consacré à un peuple conçu en tant que peuple biologique. Et donc, normalement, ça sera une ethnie particulière. Ces États, de nos jours, explicites, sont relativement... Bon, ça dépend, hein, parce que souvent les États du tiers-monde se définissent plus ou moins d'une matière ethnique, mais le plus explicite est certainement Israël. Mmh. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, ton point de vue, c'est de dire que, l'ethno-État n'est pas un concept, spécifiquement moderne, sa réalité est bien plus ancienne que ça et donc pour toi, les cités grecques, étaient en quelque sorte les premiers ethno-États? Tout à fait. On reproche souvent aux nationalistes d'inventer tout et que les nations n'existaient pas, que le sentiment national n'existait pas. Or, et on voit par exemple Michel Foucault qui a prétendu que la biopolitique date de l'époque moderne, d'une sorte de mélange de l'Église et de l'État moderne, et qui n'avait pas d'antécédents. Sa notion de biopolitique est d'ailleurs un dévoiement complet parce que ce terme a été utilisé avant par des penseurs darwiniens ou des penseurs eugénistes qui l'utilisaient de manière bien plus claire, alors que lui, il l'utilise vaguement pour dire que les individus sont contrôlés parce qu'on contrôle leur biologie sans qu'on comprenne trop quel est le rapport dans tel ou tel cas. Je pense que son problème, c'est qu'il reprochait à l'Église d'interdire ses pratiques sexuelles. Je pense que c'était ça le problème. Mais en ce qui concerne l'Antiquité, il y a des livres où les gens euh, remarquent que non, dès l'Antiquité, les Grecs pratiquaient la biopolitique de manière très explicite parce que on peut lire, comme on va en discuter, Aristote ou Platon, où on peut regarder les lois de Lycurgue, où on peut écouter les discours de Périclès, et tous parlent de la citoyenneté. Tous parlent de la distinction entre citoyens et non-citoyens, entre grecs et barbares. Tous parlent de l'impératif du mariage et de la reproduction de la population en tant que politique publique, c'est-à-dire c'est une affaire publique, c'est pas une affaire privée. Et ils parlent aussi d'eugénisme. Donc prétendre que la biopolitique est moderne et n'a pas d'antécédent, c'est faux. Et je remarque aussi que les Grecs avaient un très fort sentiment de leur identité, qu'on peut appeler même nationale quelque part, dans l'Antiquité. Euh, et l'Ade, c'était dans le principe leur alpha et leur oméga. Ils en parlaient tout le temps. Et de leur altérité avec les barbares notamment, et dans les conflits avec les barbares, même si évidemment les Grecs étaient souvent, même presque constamment en conflit entre eux-mêmes Mmh. en tant que cité. Mais donc on peut prétendre que ni la biopolitique, ni le sentiment national ne sont des inventions modernes. Oui, c'était justement, l'objet d'une autre de mes questions, parce qu'on dit généralement de nos jours, donc non seulement que l'idée de biopolitique est une idée moderne, mais que même les termes de race ou d'ethnie sont des concepts modernes qui auraient été inconnus de l'Antiquité. Or justement l'objet de ton travail, c'est de dire qu'il est légitime et pertinent d'utiliser ces termes pour relire cette tradition. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce sujet? Quelle était l'attitude des Grecs anciens à l'égard de leur propre identité ethnique? Tu en as déjà dit quelques mots, mais peut-être que tu pourrais, développer davantage. Et quelle était l'attitude des Grecs anciens, vis-à-vis de l'identité des autres peuples? Alors les Grecs étaient assez typiques des peuples traditionnels en ce qu'ils étaient obsédés par la lignée. Donc c'était la lignée individuelle, c'était la famille, mais c'était aussi euh, les différentes générations d'une cité. Il y avait une notion de solidarité intergénérationnelle de toutes les générations d'une cité. Euh, et ensuite des Grecs comme un tout. Donc tout cela forme des cercles concentriques qui interagissent entre eux quelque part. Euh, mais c'est pas quelque chose. Ils n'ont pas attendu la science darwinienne pour s'intéresser ni à la lignée ni à l'hérédité. Donc eux, ils considéraient que euh, les caractères d'un individu étaient transmis par sa reproduction, tout simplement. Après, ils n'avaient pas une théorie rigoureuse et systématique et complète, mais
c'était une notion, l'hérédité, une notion très, très répandue. Et ceci se traduisait donc et au niveau de leur identité en tant que Grecs, donc ils considéraient que ils avaient une identité qu'Hérodote résume de manière très succincte et éloquente lors de sa narration des guerres de la Grèce avec les Perses, où les Athéniens jurent de continuer de combattre les Perses aux côtés des Spartiates, parce que les Grecs sont d'un même sang, ils ont la même religion et les mêmes rites, ils ont la même langue, et ils ont le même mode de vie. Je pense qu'avec ça, vous avez résumé très bien ce qu'est une nation à sa niveau de perfection, disons. Donc ça, c'est pour leur identité grecque. Ensuite, ils avaient une notion de race, parce que ils pensaient que les barbares étaient très différents d'eux, ils pensaient que les Européens du Nord étaient même trop barbares, disons, trop fougueux, et qu'il manquait d'esprit quelque part. Et ils pensaient que les Asiatiques, et par cela il faut comprendre les couches dominantes asiatiques, disons, ils pensaient que les Asiatiques étaient mous, intelligents, mais euh, trop propices à se soumettre, disons. Et après, comment expliquer ces différences? Eh ben, une partie de l'explication était l'hérédité, euh, et il soulignait l'impact de la géographie. Donc il pensait que si vous habitiez dans une terre trop riche, sur le temps, votre peuple deviendra mou, il deviendra euh, trop relâché. Mais par contre, il pensait que les Éthiopiens étaient devenus noirs euh, parce qu'il faisait très chaud en Afrique, tout simplement, donc avec l'impact du soleil. Donc, on voit, et donc la géographie influence le caractère biologique du peuple, et ensuite, ces différences deviennent héréditaires. Et donc ça, c'était leur théorie primitive de la race. Euh, je le souligne, elle n'était pas systématique, mais elle était proto-darwinienne, et elle n'était pas moderne. Mmh. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette théorie même, du climat, on la retrouve jusqu'à des penseurs comme Montesquieu à l'époque moderne. Oui, et tout ça s'est développé. Euh, et quelque part, c'est intuitif parce que on voit que les animaux évoluent en fonction de leur climat. Et ce serait un peu naïf de croire que la géographie n'aurait aucun impact sur le caractère d'un peuple. Oui, tout à fait. Alors, avant de poursuivre, sur ce sujet, au début de ton ouvrage, tu écris que l'éducation que tu avais reçue ne t'avait pas ouvert la porte des classiques dans un premier temps et que ce n'est qu'après avoir abandonné, je te cite, qu'après avoir abandonné tes présupposés libéraux et égalitaires que tu as enfin pu apprécier ces œuvres. Qu'est-ce que tu entends par là? Pourquoi estimes-tu que ces valeurs égalitaires et libérales sont à ce point contraires à la pensée de la Grèce classique? Ben, dans mon cas, mes références sont américaines et françaises. Donc, l'américain valorise avant tout la liberté et le français l'égalité. Donc, on juge les États, on juge la moralité d'un régime selon qu'il soit respectueux de l'égalité en fait fictive entre les individus et de la liberté conçue comme choix individuel. Si on part de ce principe-là, toute l'histoire humaine devient incompréhensible et les classiques eux-mêmes deviennent incompréhensibles. Donc il faut lâcher ce point de vue-là parce que sinon on ne va rien comprendre à la nature, on ne va rien comprendre à l'histoire. Et je pense qu'il faut être plus tolérant et il faut comprendre que la meilleure culture ou le meilleur régime pour une société donnée va dépendre de cette société, de son caractère, de sa situation historique, géographique, etc. Mais il ne faut pas faire de la liberté et de l'égalité l'étalon moral unique. Moi, je dirais que c'est même pas des objectifs en tant que tels, mais ça peut être valable parce que faut pas être purement autoritaire et hiérarchique, mais tu vois, il y a une place pour le mérite, il y a une place
pour l'autonomie quelque part, mais ça doit être au service de l'épanouissement humain. Et dans l'épanouissement, il y a aussi la survie. Mmh. Oui, tout à fait et d'ailleurs, tu avais une phrase, dans ton livre, qui m'a fait sourire. Tu écris, «Toute tentative de détecter un tempérament libéral, même quasi métaphorique, dans la politique grecque est profondément erronée». Et je pense en effet, pour avoir eu des cours d'université, sur la philosophie grecque, lors de mes études, qu'il y a en effet une espèce de préjugé libéral ou de préjugé égalitaire qui pousse de nombreuses personnes à essayer de chercher ce genre de valeurs dans la philosophie grecque pour, enfin dans les œuvres des anciens, pour leur faire dire à peu près n'importe quoi, en tout cas pour leur faire dire ce que eux n'ont jamais pensé. Et ça devient difficile parce que si on te présente les choses de manière fausse comme ça, et les autorités pédagogiques font ça, comment est-ce que nous, on peut être attirés par ces œuvres et vraiment les comprendre, tu vois? On va toujours dire, ah non, quand il dit ça de manière métaphorique, alors que non, noir sur blanc, Nietzsche n'est pas un démocrate, tu vois? Pareil pour Aristote, pareil pour Platon. Mais je pense que la vraie difficulté, ça a commencé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la notion de totalitarisme. Parce que, en gros, les Grecs sont totalitaires, je veux dire, selon le point de vue actuel. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des buts communautaires, on va essayer de défendre le salut de la société, et l'individu n'est pas un objectif en tant que soi. Euh, oui, les Grecs sont communautaires, ils ont une notion de la liberté qui est collective, politique, virile et guerrière, et non pas, ils sont pas un fétiche des droits individuels. Mais ils n'oublient pas l'individu parce qu'on a toujours la notion d'excellence. L'excellence est souvent individuelle. Même, enfin, les sommets sont individuels. Donc, c'est assez subtil ce qu'ils ont. Ils sont pas dans la fabrication de, comment dire, de robots, tu vois, vraiment totalement au service de la communauté. Ils gardent l'individu, mais ils n'oublient pas le bien public, comme c'est le cas des modernes. Oui, tout à fait et c'est même, c'est une idée qu'on retrouve souvent chez Aristote que même le bonheur individuel ne peut passer que par le bonheur collectif, qu'il est impossible d'être heureux dans une cité qui est injuste. Oui, et si un homme pouvait vivre tout seul, ce serait pas un homme, ce serait soit un animal ou ce serait un dieu. Et donc, Oui, tout à fait. même si on peut être ermite, quelque part, l'ermite lui-même a été le produit d'une société. Et lui ne contribue pas à la reproduction de cette société. Donc, l'individu, ce sens-là, l'ermite, c'est un épiphénomène. Mmh. Oui, tout à fait et pour prolonger cette question, d'ailleurs, tu écris dans ton livre, je te cite: «Pour les philosophes de l'Antiquité, la reconnaissance de l'inégalité était à la base de l'éthique. Un égalitariste était effectivement moralement aveugle, l'inégalité s'étendait à toutes les sphères». Est-ce que tu pourrais développer ce point? En quoi consistait la justice pour les anciens si elle n'avait pas parti avec, l'égalité? Le républicanisme ancien a une notion de mérite et de dignité. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux par défaut. Et d'ailleurs, dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a des hiérarchies, parce que les enfants ne sont pas libres, les femmes euh, doivent obéir à leur mari, typiquement, parce que les hommes doivent obéir à leur seigneur, etc. Donc, il y a des esclaves. Donc, il n'y a pas une égalité, une liberté universelle, c'est juste, ça n'existe pas, et c'est même matériellement impossible. Parce que si tu n'as pas une société super industrialisée et de consommation comme on a aujourd'hui, c'est juste pas possible d'avoir une société égalitaire comme ça. Je vais prendre l'exemple des femmes, par exemple, qui, dans une société traditionnelle, le taux de fécondité c'est peut-être 6 ou 7 enfants par femme. Si on comprend que l'espérance de vie, c'est peut-être 40 ans, on comprend c'est juste impossible qu'elle ait beaucoup d'autonomie en tant que groupe. Mais donc, il y a cette notion inégalitaire d'hiérarchie qui est juste fixe dans la société, c'est une évidence, mais on en fait quelque chose de positif en disant que les meilleurs doivent régner et que
votre fils ou votre fils surtout, vous n'allez pas le laisser socialiser avec n'importe qui. Vous essayez de lui trouver un bon tuteur, vous essayez de lui trouver des pairs qui vont le faire monter vers le haut, en fait. Et toute la notion de justice en Antiquité, c'est de dire que les bons doivent gouverner et on doit trouver cette juste hiérarchie en identifiant ces personnes-là. Donc, si plus on contribue à la République, plus on monte. Et on ne dit pas que on va tous être mis au même niveau en faisant fi du caractère des gens et des qualités des gens. Mmh. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu écris quelque part dans ton livre, que l'inégalité était axiomatique chez les Grecs. Donc c'est vraiment c'était presque une évidence acceptée comme point de départ pour tous les penseurs et ça va jusque chez les Romains. On trouve ce genre de réflexion chez Marc Aurèle aussi qui disait, «N'est-il pas évident que le supérieur doit diriger l'inférieur ou que l'inférieur est là pour servir le supérieur pour respecter l'ordre cosmique en fait, l'ordre du monde?» Il y a l'ordre cosmique et il y a le bien commun. Donc on n'essaye pas de dire qu'il y aurait par exemple un bien des riches, un bien des pauvres, un bien des femmes, un bien des hommes et disséquer la société comme ça. Il y a une hiérarchie, mais dans le principe, c'est pour le bien de tous les citoyens. Pas tout le monde est citoyen, mais le but, c'est le bien de la communauté en tant que telle. Et il y a une reconnaissance, comme on la retrouve tout le temps dans les cultures traditionnelles, même dans le bouddhisme par exemple, qu'il y a une diversité des êtres humains. Ils ont des qualités innées différentes. Et dès que tu as un idéal, dès que tu as une morale, il devient évident que des êtres humains différents conforment plus ou moins à cet idéal. Et certainement pas parce qu'ils ont des traits de caractère différents, euh, intelligence, habitude, goût, etc. Et on peut être neutre parmi toutes ces différences, mais dans la pratique, non. Dans la pratique, ceux qui vont être au service du bien commun, ceux qui vont être plus courageux, auront plus de valeur dans sa société, et on va espérer que ce seront ces gens-là qui auront plus d'influence. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'idée, déterminante, c'est comme le répète souvent Aristote, c'est que le tout est supérieur aux parties qui le composent, en fait. Tout à fait. Alors, eh bien, je suggère que nous passions maintenant au cœur de ton livre. Ton livre aborde de nombreuses figures de la Grèce antique avec des chapitres consacrés à Homère, avec l'Iliade et l'Odyssée, à Hésiode, à Hérodote, à Aristote, ainsi qu'à Platon. Il y a également un chapitre très intéressant consacré aux 2 cités d'Athènes et de Sparte, ainsi qu'à la guerre qui les a opposées, la guerre du Péloponnèse. Bon, évidemment, on ne peut pas aborder tous les aspects de ton livre, l'émission durerait des heures. J'aimerais donc que nous nous concentrions principalement dans cet entretien sur 3 figures que j'ai choisies, sur Homère, sur Hérodote et sur Platon, à savoir le poète, l'historien et le philosophe. Et donc commençons par Homère. En quoi l'Iliade, car on va se concentrer principalement là-dessus, en quoi l'Iliade, ce poème épique, t'a-t-il intéressé dans ta démarche? Quelque part, comment ça ne pourrait pas m'intéresser? Parce que une fois qu'on a commencé à lire l'Iliade et à étudier un peu son histoire, il faut voir que c'est vraiment le fondement de la civilisation occidentale et européenne. C'est très rare d'avoir un poème de ce type qui n'est pas... Enfin, il y a des débats sur qui est l'auteur exactement de l'Iliade, mais il est certain qu'il est le fruit d'une très longue tradition orale de poètes et que ce poème est quelque part primordial. Il est primitif, il est vital et il est barbare parce que c'est pour moi des siècles d'expansion indo-européenne depuis la steppe eurasiatique et puis l'ère sombre de la Grèce archaïque
où c'était un monde de seigneurs, de guerres, de pirates. Et comment on vit ce monde-là? Comment on peut exister dans ce monde-là? Comment trouver du sens et de la valeur dans ce monde-là? Eh ben, on trouve ça dans Homère. Et donc, l'Iliade, c'est l'histoire du conflit, en fait. On a, pour Dominique Vénère, c'était la Bible des Européens. Je pense que je ne vais pas parler des convictions religieuses de telle ou telle personne, mais je pense que quelque part, c'est des écrits sacrés quelque part pour nous. Vraiment, tout le monde peut se pencher sur cette œuvre. Et ça parle euh, du conflit. Et le conflit, c'est central à la biopolitique, c'est central à l'extinction de certaines lignées et la propagation d'autres. Oui, ça parle du conflit et de l'amour aussi. C'est l'amour et la guerre, c'est qui est tout l'enjeu de ce poème. C'est l'amour et la guerre. Et si on a compris la vie, c'est que la vie, c'est l'amour et la guerre. Les deux. Et on peut jamais totalement éliminer l'un ou l'autre sans qu'il n'y ait plus de vie. Et l'Iliade, oui, bah, ça parle de la jalousie sexuelle d'un roi grec et que sa femme Hélène est partie à Troie avec un autre homme. Donc on trouve dans la cause de la guerre elle-même l'amour, euh, mais on voit aussi la réalité de la guerre où l'amour quelque part perd sa place et n'a pas vraiment de place, avec un réalisme tragique. Homère ne dit pas que la guerre c'est la pire des choses, il ne dit pas qu'il faut se pleurnicher, il dit au contraire il faut essayer de regarder ces réalités en face et briller malgré la brièveté de la vie. Oui, en effet. Hem, dans ce chapitre sur l'Iliade, tu analyses de façon très intéressante l'opposition qu'il y a entre les Achéens, les Grecs et la ville de Troie. D'un côté, il y a une confédération de cités guerrières qui sont relativement barbares, on peut le dire, à l'époque, et de l'autre, la ville de Troie qui apparaît comme bien plus civilisée, mais souffrant d'une certaine forme de décadence, recourant bien souvent à l'argent pour régler ses problèmes. Peux-tu dire un mot là-dessus, de cette opposition? Donc l'Iliade exprime une vérité que les modernes ont tendance à oublier, qui est que les peuples civilisés, qui peuvent être plus sympathiques, plus paisibles, sont vulnérables aux peuples barbares qui ont gardé une plus grande virilité, une plus grande unité martiale. C'est une idée qu'on retrouve de manière centrale dans l'œuvre de Ibn Khaldoun, cet historien arabe du Moyen Âge. Et on a vu avec les conquêtes, par exemple, des Macédoniens qui ont conquis la Grèce, qui ont conquis la Perse, des Arabes qui ont conquis des lambeaux de l'Empire romain, des Germains, des Vikings, des Mongols, des Turcs. On voit cela encore et encore au cours de l'histoire humaine, mais les modernes ont tendance à l'oublier. Et ils pensent que la technologie et la richesse résoudent tous les problèmes. Et l'Iliade, je pense, est un bon antidote parce qu'il rappelle tout simplement qu'il y a un attachement à l'honneur qui donne une force à ces peuples barbares et qui les permettent de conquérir les peuples civilisés. Les Troyens sont multiculturalistes, ils ont des sujets qui se battent pour eux, qui viennent de différentes parties du monde. Ils ont des mercenaires, ils essayent, comme tu l'as souligné, de résoudre les problèmes par l'argent, alors que les Achéens, non. Les Achéens sont obsédés par l'honneur, par le pillage, par le butin, aussi bien féminin que matériel. Et ils gagnent. Et il défend pas. Je sais pas, il y a un réalisme tragique chez Homère. Il ne condamne pas cette réalité. Il essaye de l'humaniser quelque part, mais il nous fait regarder la réalité en face avec une poésie vraiment sublime. Mmh. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant dans ce poème, c'est que malgré cette opposition et bien que ce soit un poème, des Grecs, l'image de Troie n'est pas seulement négative, même si c'est une cité certes en décadence et cetera. Là où les Grecs se battent pour l'honneur et pour la gloire,
comme tu le dis, les Troyens, eux, se battent pour la patrie. C'est pourquoi la figure d'Hector est assez, valorisée. Est-ce que tu pourrais peut-être, dire quelques mots là-dessus? Oui, je pense que les Troyens, quelque part, représentent la police qui émerge. Donc, ils ont une ville, fortifiée, et la figure d'Hector est vraiment valorisée. C'est une figure tragique. On le voit interagir avec son fils de manière assez touchante, avec sa femme qui pleure, qui voudrait qu'il n'aille pas se battre. Mais lui, il connaît que son devoir. Et il dit, c'est devenu une sorte de proverbe, il n'y a qu'un bon signe, c'est de se battre pour sa patrie. Et ça, c'est un proverbe qui a été repris par les Grecs quelque part. Donc, c'est un poème subtil qui fait l'éloge de la défense de la patrie, même si on a conscience des difficultés et que la réussite n'est pas du tout garantie. Mmh. Et peut-on tirer des leçons politiques à proprement parler de l'Iliade selon toi? Parce qu'évidemment c'est un poème épique, on peut peut-être tirer des valeurs pour nous inspirer, mais est-ce qu'il y a une leçon politique à proprement parler? Je pense qu'il y a des leçons politiques quelque part sur le plan psychologique, parce que si on est chef politique ou même suiveur politique, il y a une attitude à avoir face au conflit, face au tragique. Et je pense que il nous demande d'être réaliste, il nous demande d'être stoïque quelque part, mais aussi idée centrale du poème de ne pas être trop fier quelque part, être, de ne pas en demander trop quelque part concernant notre honneur personnel, parce que celle-ci peut détruire son camp, peut mener à la lutte internecine. Et il y a des leçons par rapport à l'autorité. Donc, un des dits de Ulysse lors du poème, c'est qu'il y ait pas trop de chefs, qu'il y ait qu'un roi. Et lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on est en combat, il faut savoir ne pas avoir toutes nos petites chefferies, mais de se réunir derrière quelqu'un. Euh, il y a cette idée de patriotisme qu'on vient de souligner et cette idée de décadence et de barbarie. Donc c'est un poème, je dirais quelque part métapolitique. Tu vois, c'est un poème où il nous montre les faits psychologiques et les grandes tendances historiques dans lesquelles la politique s'inscrit. Mais ce n'est pas, disons, un programme politique défini, disons, même si il y a vers la fin du poème le bouclier d'Achille qui est décrit en beaucoup de détails et qui décrit une ville bien menée, une ville mal menée, disons, où dans la ville qui est bien menée, il y a la justice, il y a une notion de droit, euh, les gens se battent pour leur patrie. Donc il y a des notions politiques, mais disons que ce n'est pas un programme politique spécifique, c'est plus méta que ça. Mmh. Ouais, c'est plutôt des leçons métapolitiques. D'ailleurs, pour illustrer, tes propos, je vais lire un petit passage de ta conclusion de ce chapitre. Tu écris ceci: «L'Iliade incarne les valeurs primitives qui ont permis à nos ancêtres de l'âge du bronze, il y a des milliers d'années, de conquérir le continent européen, remplaçant les cultures indigènes égalitaires de chasseurs-cueilleurs par des cultures militaires et aristocratiques finalement plus fortes. Ces cultures nous ont donné non seulement les lumières des Grecs anciens, mais aussi la puissance des Romains et la refondation de l'Europe par les Germains au Moyen Âge.» Est-ce que tu pourrais dire quelques mots de ces valeurs justement, toi, enseignées par la Bible européenne? Tu as cité le mot de Dominique Vénère. En quoi ces valeurs ont-elles servi à l'établissement d'une haute culture, une haute culture aristocratique en Grèce, mais pas seulement, dans toute l'Europe, comme tu le dis? Et en quoi peuvent-elles nous inspirer aujourd'hui encore? Homère, c'était l'éducation des Grecs. Donc dès qu'on avait un jeune homme et on avait le loisir de l'éduquer, il allait étudier les poèmes d'Homère. Donc c'était central pour eux. Et les valeurs qui sont véhiculées sont ceux de l'honneur, de l'excellence, du combat martial.
et du combat pour sa lignée et pour sa patrie. Donc en tout cela, les Grecs, c'était quelque part une race de seigneurs parce que c'était le combat en permanence. Et c'était parce que c'est quoi la police? La police, c'est une armée qui contrôle un bout de terre. C'est ça la police. Et c'est pour ça que ces hommes-là avaient un sens tellement accru du pouvoir, qui est très différente de la citoyenneté qu'on connaît chez les modernes, parce que nous, c'est vraiment un pouvoir citoyen totalement délégué. Alors que pour eux, non, c'était les citoyens soldats, c'est les pères de famille qui contrôlent un bout de terre. Et ces valeurs-là les ont permis de s'affirmer dans ce monde ancien et de ne pas être totalement paralysés par Enfin, ils ne pourraient pas avoir les valeurs qu'on a aujourd'hui. C'est des valeurs de combat et c'est des valeurs où on ne se plaint pas, on ne rechigne pas. Et c'est des valeurs qu'on peut contraster avec les valeurs axiales qui sont venues plus tard. Donc quand je pense au christianisme ou au bouddhisme, où on fait primer l'attitude morale individuelle et on fait primer le monde d'après. Euh, alors que dans la vision homérique, globalement, il n'y a que ce monde et il faut essayer de briller autant que possible dans ce monde. Donc, en ce sens-là, c'est vraiment, ce sont des valeurs qui ont animé les Grecs, qui les ont inspirés à se battre pour se faire une place dans la Méditerranée. Oui, je vois. Et du coup, à l'instar de donc si Homère fut l'éducateur des Grecs, selon toi, il pourrait redevenir l'éducateur de l'Europe? Bah, je ne sais pas si il peut redevenir un éducateur parce qu'on a tellement changé et notre mode de vie est tellement différent que on ne peut pas faire un copier-coller, disons, ça ne marchera pas du tout. Et même quand on a enseigné les langues antiques, le latin et le grec, je ne suis pas certain que ça a été fait d'une manière où on sent l'esprit de ces peuples. Mais je pense que c'est vraiment je pense que les jeunes militants et même les gens qui veulent juste être cultivés doivent se pencher sur Homère. Ça n'existe pas chez les autres cultures, hein. Euh, ce genre de poème primordial, encyclopédique, qui vraiment exprime une éthos très très élevée, ça n'existait pas chez les Romains, ça n'existait pas chez la plupart des autres peuples. Donc vraiment, c'est quelque chose d'unique. Après avoir, parlé d'Homère, après avoir parlé du grand poète, je propose que maintenant nous passions, à l'historien, à Hérodote. Hem, Petit rappel historique d'abord, qui était Hérodote, pour le public? Hérodote est considéré comme, le père de l'histoire en fait, c'est comme ça que le surnommait Cicéron, qu'il est né, il a vécu au 5e siècle, avant Jésus-Christ, donc il est né en 480 et mort en 425 après Jésus-Christ. Hem Et son œuvre principale, en tout cas celle qui nous a été, qui nous est restée, c'est, les histoires ou l'enquête, historia en grec, qui donc littéralement veut dire enquête, qui qu'on traduit par les histoires aussi. Tu consacres 2 passionnants chapitres à cet historien, un chapitre sur la lutte des nations et un autre sur l'unité de la Grèce. Pourquoi une telle insistance sur son œuvre? Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé chez lui? Ah, Hérodote est vraiment une figure très intéressante, très originale. C'est le premier historien dont l'œuvre survit en quasiment sa totalité. C'est tellement plus qu'un historien quelque part. Enfin, il faut se poser. Moi, je suis historien. Et quand on pense à l'histoire, on pense aux archives, on pense à la vieille histoire.
On pense à quelque chose d'assez solide quelque part, qui est basé vraiment sur des documents. Et Hérodote n'a rien de cela, et c'est en ça qu'il est critiqué quelque part, parce qu'on considère que c'est juste un conteur. Mais pour moi, il est extrêmement intéressant parce qu'on sent qu'il a voyagé un peu partout, qu'il a parlé avec énormément de personnes, et il répète ce qu'on lui a dit. Donc quand il parle de l'histoire de tel ou tel pays, il peut jamais, on peut jamais dire si ce qu'il dit est vrai en fait, mais on entend que c'est les histoires qu'il a entendues. Et donc quelque part, on est mis dans la même place qu'une personne dans l'Antiquité vivant à ce moment-là. Et quelque part, ça c'est encore plus précieux comme témoignage. Et donc, il a voyagé un peu partout. Il est encyclopédiste parce qu'il veut vraiment présenter à peu près tous les pays, toutes les cultures du monde connu. Il est ethnologue parce qu'il veut expliquer les coutumes des Égyptiens, des Scythiens, des Perses, etc. Et il n'est pas juste euh, encyclopédiste dans le sens qu'il va lister tous les faits, mais en plus il crée un sort de système pour comprendre les interactions entre ces cultures. Et il a vraiment une vision très complète de l'interaction entre la géographie, les cultures et les peuples. La géographie va influencer le caractère des peuples, les cultures vont être en conflit entre elles lorsqu'elles ne sont pas compatibles, par exemple entre la culture de la liberté citoyenne des Grecs et la culture d'expansion impériale des Perses. Euh, et donc cette culture elle-même va euh, permettre à certains peuples de se répandre et de battre d'autres peuples, par exemple. Donc il y a vraiment une interaction assez complète entre tous ces facteurs. Et donc pour moi, je trouve que son œuvre est très propice à une analyse darwinienne. Mmh. Oui, tu notes, d'ailleurs que Hérodote, je te cite, est un observateur particulièrement perspicace du rôle de la culture et de l'ethnicité dans les sociétés humaines. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement d'Hérodote sur le rapport que les Grecs ou même, les anciens peuples en général, entretenaient avec les autres cultures de leur temps? Alors, c'est là où Hérodote n'est pas, disons, un chauviniste grec, parce que il va dire, évidemment, les Égyptiens ont une culture beaucoup plus ancienne que la nôtre. Évidemment, il y a eu des échanges culturels, par exemple l'adoption de l'alphabet phénicien, euh, où lui, il vient d'une île où il y a eu du métissage entre les Grecs et un autre peuple, les Cariens. Donc il y a des échanges dans ce monde, ce n'est pas que un monde de conflits, et on sent que c'est vraiment un historien bienveillant. Il explique les autres peuples de manière bienveillante, mais il constate aussi leurs différences radicales, parce que euh, les coutumes d'un peuple vont peut-être dégoûter un autre peuple. Il prend l'exemple des Indiens. Je crois qu'il disait que les Indiens mangent les corps de leurs morts, ce qui n'est peut-être pas vrai historiquement, je ne sais pas, mais ça donne une idée de l'incompatibilité qui peut exister entre les cultures. Et pour lui, la coutume et la culture sont une sorte de roi. C'est le roi nomos, nomos qui veut dire coutume ou loi. Chaque peuple a ses coutumes, et ça donne à chaque culture vraiment une altérité, une différence radicale avec les autres, qui parfois ne peut que se traduire par le conflit. Et pourquoi deux chapitres à son œuvre? La première, c'est un peu son regard sur le monde et ses interactions entre ses cultures et ses peuples. Mais la deuxième partie, c'est sur le fait qu'il consacre une grosse partie de ses histoires à la guerre entre les Grecs et les Perses. Et toute cette histoire, c'est le combat entre la liberté grecque et l'impérialisme, l'autocratie perse. Et lui, il analyse ça en tant que c'est un conflit entre cultures et qui se traduit par la survie d'un peuple. Mmh. Oui, d'ailleurs pour aller dans ton sens, quand tu parles aussi de la bienveillance d'Hérodote envers les cultures étrangères, c'est quelque chose qui lui a été reproché parfois. Je crois me souvenir que Plutarque le surnommait «l'ami des barbares» pour lui en faire le reproche.
Pour moi, ça va dans son. Enfin, pour moi, ça me le rend plus sympathique parce que il faut être patriote, mais si on est historien, et il est un historien patriote quelque part, il ne faut pas perdre son objectivité non plus. Pour moi, la vérité est suffisante. Pour moi, la vérité va dans notre sens, on n'a pas besoin d'exagérer les choses. Oui, tout à fait. Alors, en plus de la culture, les liens de parenté à la fois familiaux et ethniques, ces liens constituent un thème récurrent dans les histoires d'Hérodote. Tu écris à ce sujet que la solidarité, qui est fondée sur les liens de parenté, s'étendait non seulement à la famille et au clan, mais parfois même à des groupes ethniques entiers, notamment à tous les Grecs, en dépit de différentes cités grecques qui pouvaient parfois s'opposer. Peux-tu revenir là-dessus? Tu as parlé, au début d'une sorte de définition de l'identité nationale chez Hérodote. Oui, donc c'est vraiment, comment dire, au zénith, je ne sais pas si on dit ça comme ça, au zénith de son récit, au point culminant de son récit, lorsqu'il est question de la fidélité ou non des Athéniens à l'alliance grecque, où il nous présente cette définition du partage du sang, c'est très important, de la langue, de la religion et du mode de vie. Hérodote n'est pas seul avec cette sorte de rhétorique pan-hellénique. On la retrouve chez beaucoup d'autres auteurs, Platon, Aristote, Isocrate et beaucoup d'autres. Mais lui présente cette définition très complète et qui traduit un phénomène qu'il soulève assez souvent, qui est la solidarité ethnique. Les Perses sont un empire multiethnique et c'est un problème les Perses rencontrent assez souvent, qui est que si une ethnie donnée, on ne peut jamais être sûr de la fidélité d'une ethnie donnée. On ne sait jamais s'ils vont se soulever ou pas contre votre autorité. Et c'est particulièrement le cas des Grecs d'Asie. Donc ça, il s'agit en gros des Grecs qui habitaient sur la côte ouest de la Turquie et qui maintenaient des liens avec Athènes et les autres Grecs de la Grèce, de la péninsule grecque en tant que telle. Et donc, il y avait toujours ce ferment de rébellion, cette insatisfaction, parce que c'est une ethnie qui n'était pas qui ne s'identifiait pas à l'Empire perse et qui avait des rapports avec les Athéniens. Et d'ailleurs, après la guerre contre les Perses, les Athéniens ont libéré une très grande partie de ces Grecs d'Asie. Donc on voit ce facteur ethnique plusieurs fois dans son récit. Et en plus de cela, il insiste beaucoup sur les familles, sur les clans, qui sont des groupes solidaires qui peuvent gouverner un empire comme ils peuvent gouverner une cité. Et souvent, par exemple, il relate, il aurait été la coutume en Perse pour que l'élite dominante ne se marie que entre eux. Et donc il y aurait peut-être une douzaine de familles qui se marieraient que entre eux et qui réserveraient le pouvoir à eux-mêmes. Il parle à d'autres endroits, un autre endroit des Égyptiens, où il y aurait des castes qui ne marient qu'entre eux. Il y aurait des professions où ils se marient qu'entre eux. Et donc on a cette endogamie qui a clairement une cause culturelle. Hein. Faire le choix de l'endogamie, c'est un choix culturel, comme chez le judaïsme traditionnel, comme dans l'hindouisme au sein de chaque caste, mais ça a un impact biologique. Ça change le caractère, ça donne une sorte de, ça crée des poules génétiques distincts en fait. Et ça peut traduire des caractères différents. Et sur le plan sanitaire, cela est reconnu parce que les juifs, par exemple, ashkénazes, ont beaucoup plus de maladies congénitales cérébrales que d'autres populations, en tout cas pour certaines maladies. Mais ça traduit aussi une solidarité. C'est-à-dire que si on est endogame, par exemple dans les familles dirigeantes qu'Hérodote présente, bah, ça traduit une solidarité. Et le mariage, dans les sociétés traditionnelles, souvent, c'est un choix stratégique, effectivement. Et donc, voilà, il est très sensible à l'interaction entre la culture et
et l'endogamie et la solidarité. Mmh. D'ailleurs pour prolonger cette idée, un de tes sous-chapitres est intitulé «La banalité de la guerre raciale». Une idée qui est assez, choquante aujourd'hui. Heu, il me paraît intéressant qu'on se penche là-dessus un petit moment. Quelle était la place des conflits raciaux ou des conflits ethniques dans l'histoire d'Hérodote? En quoi sont-ils liés à l'essor ou au déclin des cultures de l'époque? Je ne sais pas si ça devrait choquer les gens si on a un minimum de culture historique. Parce que dans toutes les cultures d'Antiquité, c'est un phénomène relativement récurrent. Et je pense que quand on est même dans la préhistoire, à mon avis, l'extermination d'une tribu par une autre était un phénomène assez barbare. C'est d'ailleurs pas assez barbare, oui, mais aussi assez commun. D'ailleurs, Darwin pense que c'était un phénomène récurrent et qui a d'ailleurs changé le caractère moral de la race humaine, la rendant plus tribale et plus communautaire, mais aussi plus solidaire au sein du groupe. Donc il ne pensait pas que c'était forcément un phénomène mauvais. Mais oui, il faut juste lire un peu Hérodote, lire un peu Thucydide, ou lire l'Ancien Testament aussi. Hein. C'est qu'on constate que l'extermination d'un peuple par un autre est un phénomène très répandu. Et s'il n'est pas exterminé, ben, peut-être on tue les hommes et on réduit les femmes et les enfants en esclavage. Ça, c'est très répandu. Ou sinon, une pratique de l'Empire perse, c'était de transplanter une population entière en Asie. Donc, si tu avais une ville grecque qui s'est soulevée et on l'a réduit, ben, on va peut-être envoyer toute sa population quelque part en Irak ou en Asie centrale. Comme ça, on n'en entend plus parler et ils vont sans doute se métisser avec les peuples indigènes et puis ils disparaissent. Donc là, on voit clairement les évolutionnistes appellent ça la sélection de groupe. C'est-à-dire c'est quand c'est pas l'individu en tant que tel qui disparaît ou qui se reproduit, mais c'est carrément le groupe qui disparaît. Donc c'est la concurrence entre groupes et pas entre individus. Ça pose même débat. Il y a des évolutionnistes contemporains qui pensent que ce phénomène n'existe pas, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, parce que c'est un fait avéré. Tout au plus, on pourrait dire que oui, peut-être que c'est pas un phénomène toujours le plus important, parce que c'est vrai que la sélection individuelle est très puissante, hein, parce que on voit par exemple que le métissage au niveau individuel est très répandu, hein, aussi bien dans le monde antique qu'aujourd'hui. Mais il y a tellement de cas d'extermination au cours de l'histoire que, enfin, je ne sais pas comment on peut nier le fait que s'il s'agit d'une sélection de groupe. Euh, et donc Hérodote présente ces cas-là où un peuple a été soit exterminé, soit transplanté en masse, et donc au final il s'est métissé, ça revient un peu au même. Et il s'agit encore un cas d'interaction entre la culture et la population en tant que phénomène biologique. Mmh. Oui, très bien, je vois. Hem, alors, on en a déjà un peu parlé. Bien qu'Hérodote ne soit pas un auteur particulièrement chauvin, ses histoires regorgent d'expressions de la fierté des Grecs pour leur race et pour leur civilisation, comme tu l'écris. Les individus et les cités justifient bien souvent leurs actions pour le salut de la Grèce, comme il est dit. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots justement de ce qui faisait la fierté des Grecs, du caractère unique de leur mode de vie? Du fait qu'ils étaient à peu près les seuls hommes libres de l'Antiquité. Je pense qu'il y avait que les Phéniciens et plus tard les Romains, bien sûr, mais c'était assez rare de s'organiser en république comme ça. Le mode de gouvernement standard, disons, c'est euh, un roi-dieu, un empereur-dieu, sous lequel tout le monde se soumet, et il n'y a pas de vie politique hors la vie de cour. Et chacun sait toute la flatterie et la mesquinerie et l'instabilité de la vie de cour. Mais eux étaient libres, c'était les hommes libres contrôlant un bout de terre, et ils pensaient que cela devait être défendu, c'était leur liberté, et que
Il y a cet aspect-là politique, mais aussi l'aspect tout simplement, le fait qu'ils soient grecs et soient capables de cette liberté et soient capables d'une autre culture. Euh, pour eux, c'était le sommet de la gloire de défendre cette patrie-là. C'est un peu comme, je sais pas moi, les généraux de l'armée de Napoléon qui voulaient briller aux yeux de Paris. Pour les Grecs, qui formaient une communauté culturelle et disons mémétique quelque part. Il y avait tellement d'échanges au sein de cette sphère linguistique que si on devenait célèbre quelque part en tant que grec, ça résonnait dans toute cette ère culturelle. Et donc oui, effectivement, c'était très important pour eux. Et ça peut même être, je sais pas, j'ai cité des grands noms, mais je pourrais aussi citer, par exemple, le, la pièce d'Aristophane qui s'appelle Lysistrate, où, qui a lieu pendant la guerre du Péloponnèse, où les femmes décident de ne plus faire l'amour à leurs hommes jusqu'à que les Grecs arrêtent de se faire la guerre. Et c'est justifié au nom de la Grèce et au nom de leur dieu partagé, de leur culte partagé. Et donc, même dans les comédies qu'on pourrait considérer comme très légères et très absurdes, on retrouve cette notion de l'Iliade. Et une idée assez intéressante, assez amusante. Euh, pour terminer là-dessus, peut-être qu'on peut dire un mot, parce qu'on ne va pas consacrer un passage entier sur ce penseur, mais on peut peut-être dire un mot d'Aristote, qui lui aussi a embrassé l'ethnocentrisme et une vision extrêmement communautariste dans sa politique. Donc, les Grecs, comme tu l'as dit, possédaient une conscience très aiguë du caractère unique de leur mode de vie, une grande fierté en tant que peuple. Et ce qui faisait la particularité de leur mode de vie, c'était cette liberté grecque, au fond, comme tu l'as dit. Heu, Qu'est-ce qui les différenciait foncièrement à leurs yeux des barbares et surtout à travers Aristote? Je pense que Aristote est intéressant en ce que sa politique, je pense, exprime le mieux la réalité quotidienne de la politique grecque. Donc, il s'agit d'un mode de vie communautaire, viril, oui, mais où il y a un état de droit. Les lois sont censées gouverner, mais c'est pas une loi euh, abstraite ou disons purement procéduriale. C'est vraiment les coutumes d'une ville, euh, mais qui est justifiée par sa survie et son épanouissement collectif. Il donne une place très importante à la reproduction et au mariage. Il pense qu'avoir une population de la bonne taille est très importante. Euh, et tout est justifié par le salut et l'épanouissement collectif. Donc, il y a je pense que toutes ces idées-là sont assez classiquement helléniques. Je pense que là, il n'est pas particulièrement original. Mais en plus de cela, il donne à la politique grecque un fondement biologique, parce que lui-même est biologiste. Il a étudié les animaux marins sur l'île de Lesbos en beaucoup de détails. C'est assez curieux. Mais au final, il dit que l'homme est un animal politique, oui, c'est une très célèbre phrase de sa part, mais aussi que chaque espèce aura sa sagesse propre en fonction de sa nature. Ça veut dire que le bonheur d'un chien n'est pas la même chose qu'un bonheur d'un être humain ou d'un autre vivant. Et donc pour lui, le but, c'est de faire épanouir ses facultés comme espèce, et pour l'être humain, c'est justement d'être un être social qui peut se gouverner lui-même en cité et qui peut philosopher. C'est ça le summum. Et donc le but, c'est d'avoir une société qui permet à certains êtres humains de actualiser leurs facultés les plus élevées. Et donc ça, c'est une vision aristocratique de la République, biologique de la République, qui, je pense, garde toute sa validité parce qu'on n'oublie pas justement le fondement biologique de l'être humain. Et il n'est pas moralisant. Il ne donne pas une réponse unique à comment s'organiser politiquement. Mais justement, il peut dire, ben, si vous avez vraiment un chef exceptionnel, peut-être qu'il
Vous avez besoin d'une monarchie dans ce cas. Si vous avez un peuple par contre qui est très cultivé, où vous avez des bons pères de famille propriétaires, bah, peut-être qu'une démocratie modérée serait envisageable dans ce cas-là. Donc il est sensible à la diversité des situations humaines et je pense que nous, en nous orientant vers l'avenir et en tentant d'échapper de la monomanie, la monolatrie des mots libérales, je pense que sa vision est assez intéressante. Mmh. Oui, en effet, Aristote est un maître pour renouer avec une idée de nuance et de modération et de juste milieu. Oui, tout à fait. Alors, eh bien, je propose que nous passions à la 3e et dernière partie de cet entretien. J'ai choisi de la consacrer à Platon, car, car c'est l'auteur auquel vous consacrez le plus de chapitres dans votre livre. Alors, un bref topo historique pour le situer historiquement. Platon vient après, Hérodote. Platon est né en 428 avant Jésus-Christ et serait mort en 348, avant Jésus-Christ. Donc son œuvre s'inscrit dans une période assez tragique pour sa cité et même pour la Grèce en général puisque, il a une trentaine d'années, je crois, à la fin de la guerre du Péloponnèse qui marque l'effondrement de la suprématie de sa ville, de la ville d'Athènes. Hem, heu, on aurait pu évidemment consacrer une partie de cet entretien à Aristote. Le chapitre que vous le consacrez est très intéressant. Néanmoins, si j'ai choisi de parler de Platon, c'est parce que ton livre, à mon sens, va contre une idée reçue qui est fermement établie. Tout le monde connaît en effet la peinture, l'école d'Athènes qui est peinte à la Renaissance par le peintre Raphaël et qui représente un Platon qui montre le ciel de son doigt tandis que son disciple Aristote, désigne la terre. À l'image de cette peinture, on répète généralement que Platon, grosso modo, serait un idéaliste et un utopiste, alors que le philosophe de Stagir, Aristote, serait un réaliste. Même si cette idée n'est bien entendu pas sans fondement, je trouve que ton livre bat fermement cette idée en brèche, montrant au contraire que Platon fut un penseur incroyablement lucide et même parfois en avance sur son temps, sur des questions très, très pragmatiques, au fond des questions proprement biopolitiques. En effet, comme je l'ai dit, Platon a vécu à une époque, des plus dramatiques et des plus traumatisantes pour la Grèce et pourtant, tu écris ceci, je voudrais citer ce passage, que je trouve très, très intéressant. «Pourtant, dis-tu, Platon ne s'est pas enfui dans le désespoir ou dans des spéculations d'un autre monde. Il a créé l'Académie, non seulement comme un lieu d'apprentissage savant, mais aussi pour pratiquer un mode de vie philosophique. Un petit nombre de personnes choisies s'efforceraient, par une logique rigoureuse, par le dialogue et un entraînement quotidien, de surmonter les hypothèses et les préjugés conventionnels afin de découvrir la vérité. Armée de la vérité, cette élite devait revenir ensuite à la politique pour réformer la cité sur une base nouvelle, rationnelle et éclairée. Platon a entrepris un projet spirituel d'une ambition stupéfiante dans lequel nous sommes toujours engagés. Sur la base d'un questionnement philosophique et d'une logique rigoureuse, il a élaboré un programme politique grandiose et audacieux pour le monde grec, un programme fermement biopolitique. Si Aristote fut un scientifique pionnier, Platon, lui, fut un grand réformateur spirituel. Toutefois, contrairement à de nombreux autres chefs spirituels à travers les âges, Platon nous offre quelque chose de rare. La quête spirituelle n'est jamais séparée des réalités biopolitiques, la culture de l'esprit et du corps allant de pair. Ouais, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce passage. Euh, Peux-tu dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce qui fait selon toi la grandeur du projet platonicien? Effectivement, le passage que tu viens de citer contient beaucoup de choses, mais je pense que ce qu'on peut deviner, c'est que c'est un travail titanesque qu'il entreprend et qu'il y a une énorme originalité à l'œuvre de Platon. Il n'est vraiment pas dans la répétition de ce qui a existé
par le passé, bien qu'il fasse l'apologie de la tradition quelque part. Mais tout ce qu'on dit sur Platon pourrait être nuancé, hein, parce que vraiment c'est un penseur très subtil qui parle par des œuvres de fiction. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il a une adhésion assez radicale à la logique. Et donc il va faire des constats empiriques, comme tu viens de le souligner, il n'est pas quelqu'un qui est totalement dans l'abstrait. Il va utiliser des données historiques, des constats sociologiques, et par exemple notamment les inégalités innées entre êtres humains et son caractère biologique. Donc il prend ces faits-là pour entreprendre sa réforme. Mais c'est une réforme spirituelle où il n'est pas limité à l'autre monde. Donc il y a une intériorité chez Platon, il y a une critique assez sévère d'Homère et de Périclès, une idée qu'il faut cultiver la vertu intérieure et moins les biens et moins valoriser les biens extérieurs, mais il n'oublie pas, et ça c'est quelque chose qui est très souvent oublié par les autres traditions spirituelles, il n'oublie pas que la base c'est quand même la biologie, que si vous n'avez pas d'être humain, vous n'avez pas de quête spirituelle. Et donc ça il ne l'oublie pas, et vraiment il a des ambitions, je le dis encore, titanesques. Oui, des ambitions titanesques de réforme vraiment de sa cité et même de toute la Grèce, on va en parler. Alors Platon, pour dire les choses, très rapidement, Platon est l'auteur d'une trentaine de dialogues, qu'on divise généralement en dialogues de jeunesse, dialogues, de transition ou de maturité et puis les dialogues de la vieillesse. Heu et les dialogues qui traitent expressément de la politique, c'est en fait La République, qui est le plus connu, le Politique et les Lois. On pourrait également, citer, certaines de ces lettres qui nous sont parvenues. Alors toutes ne sont pas, entièrement, authentiques. En tout cas, a priori, la lettre 7, qui est la plus longue, serait authentique et c'est un texte éminemment autobiographique. Mais nous allons nous concentrer ici principalement sur La République et les Lois, qui nous donneront, je pense, le cœur de la pensée politique, de la République. Quels sont les aspects, selon toi, proprement biopolitiques qui sont présents dans ce texte? Alors c'est une œuvre complexe, mais où il y a une part politique très importante parce que en fait, il faut voir la République. Pour moi, c'est un essai. C'est vraiment des, euh, des expériences intellectuelles, disons. C'est presque de la science-fiction. Euh, o- Officiellement, c'est une comparaison entre euh, une âme humaine parfaitement vertueuse au niveau politique. Donc, à quoi ressemblerait une âme humaine vertueuse si c'était une entité politique? Et dans cette utopie, il y a constamment des faits biologiques qui sont soulevés, notamment l'inégalité entre les hommes, et qui le poussent à vouloir organiser cette société de manière hiérarchique et par contre méritocratique. Donc ce serait pas une aristocratie purement héréditaire, mais s'il y a des hommes de vertu parmi les classes inférieures, ceux-ci monteraient dans la hiérarchie. Mais la reconnaissance du fait héréditaire mène par exemple à le faire prôner l'eugénisme positif, donc que les meilleurs soldats feraient plus d'enfants par exemple. Euh, mais il identifie aussi dans cette utopie, je pense, certains traits psychologiques qui sont très importants pour la vie en commun. Donc il souligne par exemple l'esprit de famille, sans doute parce que les villes grecques étaient trop souvent divisées intérieurement par des conflits entre familles et entre clans, notamment dans l'aristocratie. Euh, il souligne aussi l'importance du sentiment de patrie et qui n'est pas un sentiment dont il veut se débarrasser. Et donc ces propositions qui sont utopiques quelque part, certaines de ces propositions, euh, sont des réactions à des faits psychologiques réels. Donc il voudrait par exemple que toute la cité soit une famille commune, parce que
on saurait plus qui serait le père de tel ou tel enfant, et donc chaque enfant penserait que chaque adulte était son parent. Euh, et de même, il y aurait un mythe selon lequel toute la société était née du sol quelque part. Ils seraient des enfants du sol. euh, il faut cultiver ce sentiment-là. Donc, il, donc, bien que la République soit utopique, il soulève des faits psychologiques ou des faits biologiques chez l'être humain qui sont très pertinents politiquement. Et donc, pour moi, c'est sa manière de faire ressortir ces traits-là, et c'est des traits dont il faut prendre conscience lorsqu'on fait de la politique réelle. Mmh. D'ailleurs, sur le point de l'eugénisme, tu as cité ce point. À un moment donné dans ton livre, tu cites, le scientifique, David Galton qui qui parle de Platon et qui dit que certaines de ses intuitions, bien plus qu'Aristote, sont même en accord d'une certaine manière avec la théorie génétique, moderne. Oui, tout à fait. Aristote est quelque part conservateur ou modéré, voilà, prudent. Il ne cherche pas à avoir des ambitions spectaculaires ou de spéculer, disons, dans sa politique en tout cas. Mais Platon, oui, Platon, il va pousser le raisonnement, tout simplement. Et donc, il dit très clairement, bah, si nous avons des chiens ou nous avons des coqs et que on essaye de changer le caractère de ces animaux par l'élevage, par la reproduction sélective, pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour les êtres humains? Et donc c'est une analogie biologique très simple, mais il faut prendre au sérieux. Je veux dire, à moins que l'homme soit vraiment une autre sorte de créature qui ne serait pas un vivant comme les autres, ça marcherait. Et d'ailleurs, on retrouve cette idée non seulement de comparaison entre l'élevage des animaux et des êtres humains, aussi chez le Socrate de Xénophone. Donc ça, Mmh. c'est assez intéressant. Et aussi chez le poète Théognis. Donc c'était Oui, une notion assez répandue chez les Grecs. Théognis, qui regrettait, si je me souviens bien, que les hommes ne se soucient pas autant de leur descendance et de leur reproduction que les animaux. Oui, il reprochait aux hommes de marier des femmes de familles riches plutôt que de bonnes femmes, des femmes saines, des femmes vraiment de qualité. Oui, tout à fait. Hem, d'ailleurs, cette idée cette comparaison qu'on peut avoir avec Aristote qui serait plus prudent, plus mesuré, plus conservateur, hein, tu as dit le mot qui est assez juste, je pense. Alors que chez Platon, on sent qu'il y a une ambition au fond, bien plus grande, qu'on peut critiquer ou non, mais au fond, c'est vraiment une idée qui me frappe depuis longtemps et qui m'a particulièrement frappé en lisant ton livre. Platon vient après la guerre du Péloponnèse, après la fin de la suprématie de l'hégémonie d'Athènes, c'est ce qui marque au fond la fin aussi de l'âge d'or de la Grèce classique, et on sent qu'il y a une volonté chez lui de régénérer son pays, de remettre, comment dirais-je? Il voudrait inciter les Grecs à apprendre de leurs erreurs. Qu'en penses-tu? Oui, je pense. Bah, d'abord parce que une notion qui revient encore et encore chez Platon, c'est la notion de fédération. Et donc, dans la République, il incite les Grecs à ne plus asservir, à ne plus mettre en esclavage d'autres Grecs. Et donc, il dit que les conflits entre Grecs, ça doit être considéré comme, disons, de la petite bagarre, et la vraie guerre serait réservée aux barbares. Aux barbares, oui, oui. D'ailleurs, ça pourrait pour le public qui nous écoute, pour ceux qui auraient écouté ma vidéo sur Carl Schmitt, on peut faire un parallèle là-dessus. Quand Carl Schmitt parlait de la distinction ami-ennemi, il revenait sur le concept d'ennemi et il rappelait que dans les langues latines et grecques, il y avait, 2 mots pour désigner le mot ennemi. En latin, c'était inimicus et hostis, donc l'ennemi privé et l'ennemi public, et en grec, c'était, polémios, l'ennemi public, et echthros, l'ennemi privé. En fait, Platon fait également cette même distinction, puisqu'il distingue la guerre qui oppose les Grecs et les barbares, qu'il appelle polémos,
et la guerre, entre les Grecs eux-mêmes qu'il appelle la stasis, qu'on pourrait traduire par le conflit interne ou par la guerre civile. Donc est-ce que d'une certaine façon, le projet ou le rêve de Platon n'est pas d'œuvrer à l'unification de la patrie grecque? Alors, on ne peut pas lui attribuer, je pense, le rêve de l'État-nation grecque moderne comme elle existe, mais c'est vrai que dans plusieurs de ses œuvres politiques, qu'il s'agisse des lettres, qu'il s'agisse des lois, qu'il s'agisse du mythe de l'Atlantide, qu'il fait l'apologie à chaque fois d'une fédération de Grecs souvent ou d'un autre peuple face aux ennemis. Donc ça peut pas être une coïncidence. Il dit en Sicile que les villes grecques de Sicile doivent s'unifier contre la menace des Carthaginois. Il dit que c'est son histoire, disons sa vision de l'histoire avant son époque, qu'il y avait une ligue dorienne, donc de Sparte et deux autres villes qui étaient unies en une fédération contre les barbares aussi, et ainsi de suite. Donc clairement, il veut que les Grecs soient doux entre eux, idéalement unis, menés par une ville vertueuse. Donc c'est ça sa vision. Donc c'est pas une fédération moderne, disons, mais il prône une sorte de confédéralisme sur une base hellénique, donc ethno-civilisationnelle. Donc ça c'est le cas. Et même sa critique, disons sa réforme morale, je pense que ça rejoint un peu cette idée de régénération, parce que oui, il avait vécu la guerre du Péloponnèse, et lui, il analysait ça comme la conséquence de l'avidité de richesse et de pouvoir des Athéniens, de la démocratie athénienne, qui avait été plus intéressé par le développement de ses ports, de son commerce, de sa domination des autres Grecs, plutôt que son développement intérieur et son contrôle de soi, en fait. Les Athéniens ont manqué de contrôle de soi. Et donc, je pense qu'il attribue une partie de ses erreurs aux valeurs de Périclès et d'Homère. Et donc, il a essayé de réorienter les Grecs vers une vertu intérieure. Mmh. D'ailleurs, son livre La République contient une critique, extrêmement forte de la démocratie. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus? Bah, il s'exprime de manière très éloquente, et je pense que on peut remettre les choses dans leur contexte historique, mais il y a des moments où les passages nous touchent directement et on sait exactement de quoi il parle. Et donc, il parle de la démocratie comme étant le régime où chacun fait un peu comme il veut, euh, où oui, c'est l'opinion générale qui doit mener les choses. Et on sent que c'est en fait une sorte de agnostisme. C'est une sorte d'autopilote. Et qu'une société qui va durer et qui a des valeurs ne peut pas exister sur cette base. En fait, une société qui a des valeurs, forcément, c'est hiérarchique. Et aujourd'hui, la culture et les valeurs qui prédominent n'émanent pas du peuple, donc on n'est pas au sens strict une démocratie, mais émanent évidemment des universités, des médias et des élites au sens large. Et donc, quelque part, une vraie démocratie, c'est un peu une absurdité. Il vaut mieux avoir, disons, un régime plus honnête. Mmh. Alors pour terminer sur La République, que penses-tu justement de cette opinion qui fait de cette œuvre une pure utopie intellectuelle sans aucune prise avec la réalité? Si c'est une utopie, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Euh, je pense que c'est la méthode qu'on peut retirer, c'est-à-dire essayer de raisonner de manière logique et radicale, mais aussi de reprendre euh, les traits de caractère qu'il fait ressortir. Donc, c'est traits humains, psychologiques et biologiques qu'il souligne, comme le fait ethnique, les inégalités, l'esprit de famille, l'esprit ethnique. Ça, c'est des choses à prendre à cœur et prendre en compte lorsqu'on fait de la politique. Euh, et je pense que plus généralement, oui, il faut oser, il faut avoir de l'imagination, il ne faut pas être limité.
Et donc, la République, c'est pas quelque chose à mettre en œuvre, mais je pense qu'il faut être aussi créatif que Platon dans nos idées politiques et notre, je sais pas, l'aventure de la création. Oui, j'aime assez cette idée. Et d'ailleurs, 2 choses à rappeler, je pense, pour ceux qui voudraient, lire ou relire La République de Platon. Déjà insister sur le fait que c'est un dialogue. Ce n'est pas à lire comme un essai politique à proprement parler, comme on lirait un traité d'Aristote. La dimension théâtrale des œuvres de Platon est à prendre en compte, je pense. Avec, évidemment des choses qui peuvent peut-être nous échapper aujourd'hui puisqu'on ne vit plus dans le bain de l'époque, mais même le caractère ironique de certaines choses qu'il devait y avoir dans les dialogues de Platon. Oui, bah, c'est souvent difficile à apprécier si on ne connaît pas un peu le contexte de l'époque, mais Platon regorge de blagues. Je veux dire, il est constamment en train de dire des choses euh, qu'on doit, pense, prendre au second ou même au troisième degré. Mmh. Ouais, tout à fait. Hem, alors, passons au livre suivant. Car si La République est une de ses œuvres, les plus connues et à raison, Les Lois est son livre le plus long et c'est le dernier livre de Platon, je crois, et ce dernier livre marque un changement d'approche, un changement de perspective. Heu, comment pourrais-tu décrire ce dialogue pour ceux qui ne l'ont pas lu? Car il n'est pas si connu que ça, au fond. Et ça me surprend toujours que les gens parlent de l'œuvre de la République, par exemple, comme un cas isolé, que c'est une œuvre sur laquelle il faut spéculer. Sans connaître le reste de son œuvre, alors que justement, les lois sont extrêmement concrètes et peuvent, je pense, euh, sont une sorte de complément à la République. Donc, les lois, c'est le plus long des dialogues de Platon. C'est encore un dialogue entre un étranger athénien, assez mystérieux, c'est peut-être Socrate. En tout cas, on peut Oui, penser c'est d'ailleurs que... Oui, c'est un des seuls dialogues où Socrate n'apparaît pas, tel quel. oui, oui, tout à fait. Donc il y a un étranger athénien qui est sur l'île de Crète avec deux vieils hommes, un crétois et un spartiate, qui doivent établir une nouvelle ville. Et donc, lors de leur dialogue, ils débattent quelle loi devrait-on avoir pour notre ville. Et ils sont en train de faire un pèlerinage vers une grotte de Zeus sur cette île, euh, euh, où Minos, le roi légendaire, qui était aussi le premier législateur, je crois, euh, l'endroit où Minos aurait reçu les lois de Zeus. Et donc, on peut considérer ça comme une sorte de refondation euh, où Platon garde le fondement religieux, spirituel de la loi, de les lois de la cité, mais où on sent qu'elle sera réformée par cet étranger athénien, réformé de manière philosophique. Mmh. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait, faire une comparaison entre les lois de Platon et la politique d'Aristote? Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande similarité entre les 2? Alors je pense que oui, et je pense que c'est assez intéressant de constater que plusieurs des idées qu'on pourrait attribuer à Aristote, en fait, se retrouvent au moins en forme peut-être plus primitive ou se retrouvent quelque part chez Platon. Donc, par exemple, Platon fait l'apologie du juste milieu entre la démocratie athénienne et l'autocratie perse. Et que donc on retrouve déjà une sorte de juste milieu chez lui. Aussi, par exemple, l'idée que si on a une population d'esclaves, il vaut mieux que celle-ci soit de multiples origines et ne comprennent pas la même langue, parce que comme ça, ils ne pourront pas s'unir et se soulever contre vous. Et ça, c'est une idée que et Platon et Aristote nous présentent. Donc oui, oui, je pense que ces deux œuvres qu'on peut comparer, euh, et où certaines idées qu'on pense qu'elles viennent d'Aristote sont déjà chez Platon, avec peut-être cette nuance que Aristote parle de cités en général, donc il parle de plusieurs cités différentes, alors que Platon va parler vraiment d'une cité.
Mmh. Tout à fait. Qui n'est plus vraiment la cité idéale de la République. Dans la République, c'est la Callipolis, la belle cité, alors que i dans les lois, c'est une sorte, ce n'est pas forcément la cité parfaite, c'est bien ça? Oui, c'est une cité inférieure où ce n'est pas le philosophe qui gouverne, mais ce seraient les lois. Et les lois qui seraient inspirées de la philosophie. Mmh. Bah, Et on d'ailleurs, sent bien que son projet est beaucoup plus... En fait, dans la République, Platon ne va pas énormément dans le détail pour expliquer son régime et comment ça fonctionnerait au quotidien, alors que justement la longueur des lois, c'est parce que c'est un peu comme les lois de Moïse dans l'Ancien Testament. Je veux dire, ça vraiment, il y a des codes de loi très spécifiques sur le mariage, sur l'esclavage, sur comment organiser les différentes sections de la ville, etc. Mmh. C'est d'ailleurs, ma prochaine question. Tu écris que la grande innovation de Platon dans ce dialogue est d'avoir introduit le règne de la loi. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Quel est le rapport qu'entretient la cité à ses yeux avec les traditions et les lois écrites ou les lois non écrites? Alors, en grec, le mot nomos signifie autant les coutumes que les lois. Et je pense que chez les modernes, on réfléchit de manière pas très claire à cause de ces distinctions. Parce qu'on va distinguer, par exemple, la coutume, donc par exemple le mariage, euh, de, comment dire, on va distinguer la vie privée et la vie publique. Comme si les lois sur le mariage ne seraient pas une politique publique. Euh, on- je veux dire, c'est juste une absurdité. Je veux dire, c'est une politique publique qui régit comment doit s'organiser un aspect de la vie qu'on peut appeler privé si on veut, mais concrètement, ce n'est pas quelque chose auquel le législateur est indifférent. Et donc, quand Platon parle quelque part, c'est une ville, c'est la meilleure ville réelle qui pourrait exister, c'est ça qu'il veut instituer, et ben, ça veut dire que ça concerne toute la culture en fait. Donc ça va pas juste être une partie euh, disons, la partie. Il ne s'agit pas que des guerres, de l'éducation, de la politique par laquelle nous on comprend, ce que nous on comprendrait par la politique, mais en fait ça englobe toute la société, tous les aspects de la société. Et donc là on retrouve l'ambition platonicienne. C'est là où on peut le critiquer parce que certains vont dire qu'il est totalitaire. Mais moi je pense qu'il est plutôt honnête, c'est-à-dire que si on veut vraiment réfléchir le tout humain, eh ben, il faut penser à tous les aspects de la vie, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans l'islam. Donc, Mohamed, c'était un grand législateur spirituel et social. Je veux dire, on est dans le même registre. Mmh. Oui, oui, une dimension de chef spirituel chez Platon, comme tu l'avais dit. Alors, jusqu'au bout de son œuvre, Platon demeure un ferme opposant à toute forme d'égalitarisme. On a dit quelques mots là-dessus dans La République. Comment est-ce que ça se traduit dans les lois? Alors, dans les lois, Platon est relativement pragmatique sur ce point. L'égalité, c'est l'égalité des citoyens à participer quelque part dans la politique, mais ils ne participent pas tous de la même manière. Les citoyens, ce sont les soldats qui se battent pour le pays, mais tous sont propriétaires. Donc clairement, il a une certaine vision de la citoyenneté où il faut être au moins de classe moyenne et relativement aisé. Mais c'est une égalité géométrique. C'est-à-dire qu'ils font cette distinction entre l'égalité arithmétique où une personne égale une voix, on est tous une sorte d'atome indifférencié, c'est la même chose. Ils contrastent ça à l'égalité géométrique où quelque part, notre participation devrait être proportionnelle à notre vertu, devrait être proportionnelle à notre influence positive, quelque part. Et je pense que ça, c'est une notion assez intéressante. On retrouve ça un peu plus tard dans l'œuvre
de Heinlein avec Starship Troopers, ou je pense que ça a été traduit Salut les étoiles, où la citoyenneté est conditionnée au service militaire dans son œuvre. Mais il y a eu des critiques par la suite aussi. Bertrand Russell a critiqué ces penseurs antiques parce qu'il disait, oui, mais comment on peut mesurer la vertu? Donc pourquoi essayer de proportionner la participation à la politique à la vertu? Bah, je pense que c'est important de poser le principe. Euh, Ça peut jamais être acté parfaitement, mais même dans notre politique égalitaire comme nous la connaissons, on dit que oui, bon, si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas participer à la politique parce que vous n'êtes pas en majorité, vous n'avez pas les qualités. Mais qu'est-ce qui change le jour avant votre 18e anniversaire et le jour d'après? Bah, non, concrètement, c'est pas un changement majeur, mais c'est une convention. Il faut mettre la limite quelque part. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de poser le principe de l'égalité géométrique. Je pense que ça nous rend un peu plus humble, un peu plus honnête, un peu plus ouvert à l'excellence. Mhm. Oui, je suis assez d'accord et je trouve ça bien que tu insistes sur ce caractère plus pragmatique, justement, dans cette, dernière œuvre de Platon qui nuance un peu l'opinion générale qu'on a sur lui. Heu, on va bientôt, passer à la fin, mais est-ce que tu pourrais peut-être dire un petit mot de sa critique de ce qu'il appelle la théâtrocratie? Alors, c'est un long passage assez drôle dans les lois, et c'est peut-être quelque chose que j'ai pas assez souligné, c'est que bien que les lois soient une œuvre très longue et certains peuvent s'ennuyer en la lisant, il y a certainement des passages qui sont un peu fastidieux parce que c'est vraiment des lois qu'on est en train de lire, mais il y a des blagues tout au long sur la vieillesse des participants, sur des symposia, c'est-à-dire des fêtes où on boit, comme étant centrales à l'éducation, parce que ils pensent que les personnes qui peuvent garder leur contrôle de soi alors qu'ils boivent beaucoup font preuve d'une certaine vertu. Donc il y a ce genre de commentaires qui traduisent un peu l'humour de Platon. Mais la théâtrocratie, c'est en gros l'idée que une œuvre, la valeur d'une œuvre est déterminée par les applaudissements du public et d'un public quelconque. Et c'est une notion à laquelle il s'oppose viscéralement et qui m'a parlé très directement. Lui, il pensait au théâtre de son époque, qui à mon avis, en fait, avait un niveau de culture quand même très élevé. Mais quand on le lit maintenant, on pense au grand succès de Michel Youn ou des films Transformers ou de Cyril Hanouna, où on voit quand même que on a chacun nos moments de bassesse, on a chacun nos moments totalement frivoles, totalement vulgaires. Et le problème de la théâtrocratie ou d'une culture non réglementée, c'est que ces moments de bassesse peuvent être magnifiés en normes culturelles, parce que ça devient des institutions, ça devient des œuvres, ça devient des communautés, et ces sentiments qui devraient rester relativement marginaux peuvent prendre le dessus. Et je pense même au fait de sortir en boîte et le genre de musique qu'on entend. Est-ce que c'est normal au final de proposer ça à la jeunesse? Je suis pas certain que ce soit le cas. Et donc, je pense que c'est intéressant de reprendre un peu cette notion de théâtrocratie. Oui, tout à fait. On sent qu'en fait, il y a une méfiance de la part de Platon envers nos inclinations, spontanées, d'une certaine manière. Platon se méfie de ce qui nous plaît, en fait. Et pour lui, la culture, comme tu l'as dit, devrait être d'une certaine manière, réglementée ou en tout cas réorientée vers l'excellence. Et il faut hiérarchiser les sentiments humains. Je veux dire, c'est évident que il y a des choses qui sont vulgaires ou nocives. Et bon, maintenant, on a Internet, on a, enfin, sauf pour les gens de notre bord, on a une liberté quasiment totale et on voit que c'est tout et n'importe quoi et qu'il y a une explosion de la maladie mentale même. Il y a des communautés,
je vais même pas les nommer, mais on sait bien qu'il y a des communautés de tout genre. Bientôt, on aura les. Ah, je vais même pas essayer de les décrire. Oui, de tout genre, en effet, je crois que ça suffit à la description. Hem, alors un dernier point, sur cette œuvre de Platon. Heu, Platon accorde, une importance capitale à la reproduction, donc on reste vraiment dans le cœur de notre sujet, une importance capitale au fait d'avoir des enfants, qui est, dit-il, qui est une façon d'être par nature un compagnon de l'éternité. La formule est très belle. Peux-tu revenir sur ce point et sur l'importance vraiment de la piété filiale dans la cité platonicienne? Alors, la famille est très importante dans la cité platonicienne. Il reprend vraiment la piété filiale qu'on observe chez les Grecs. Vraiment, eux, ne pas respecter ses parents ou battre ses parents, c'était vraiment quelque chose de totalement indigne et de punissable par la loi. Les jeunes devaient s'occuper de leurs parents âgés et on devait, en principe, avoir des enfants. Donc il reprend cette piété filiale des Grecs et il la renforce vraiment et il lui donne une dignité religieuse très forte où oui, effectivement, l'homme n'est pas un être éphémère, mais participe à l'éternité par sa reproduction. Et donc il a des passages assez touchants sur le maintien des traditions, le maintien de sa culture, le maintien de sa spiritualité euh, pour toute l'éternité. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Mmh. Oui, en effet, il y a vraiment cette idée que, d'une certaine manière, le but de la vie, c'est de se reproduire et de se perpétuer au moyen de sa descendance, en fait. De se perpétuer, et biologiquement, et culturellement. Donc, il y a un Mmh. héritage à faire passer. Oui, tout à fait. Eh bien, on va toucher à la conclusion sur cette partie, sur Platon et même sur, cet entretien. Platon a accompagné toute l'histoire de la philosophie occidentale depuis ses origines. On a même dit parfois que toute l'histoire de la philosophie occidentale était une longue note de bas de page, aux œuvres de Platon. Heu, on l'a loué pendant des siècles en parlant du divin Platon. Par la suite, principalement à l'époque moderne, de nombreuses critiques lui ont été adressées. Peut-être, sont-elles, justifiées. Qu'en penses-tu personnellement? En conclusion, tu écris que malgré tout, avec Platon, nous sommes partenaires pour l'éternité. Qu'est-ce que que penses-tu des critiques qu'on a pu lui adresser? Est-ce que tu les penses, hem, justes? Et sinon, que peut-on encore retenir de lui aujourd'hui? Alors, moi, je ne suis pas philosophe. Donc, je ne peux pas juger de l'œuvre de Platon ou d'un autre philosophe de manière catégorique. Mais c'est vrai que plus je lis, et plus je tends à rejoindre Nietzsche, pas seulement sur Platon, mais sur la valeur des œuvres helléniques en général. Je suis venu à ces œuvres pas via Nietzsche, je suis venu de manière indépendante, mais je constate la même excellence chez elle. Euh, mais je peux tout à fait comprendre les nombreuses critiques de Nietzsche vis-à-vis de Platon, à ceci près que cet aspect spirituel est quand même important. Parce que si on n'a pas... On peut être un scientifique froid, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, mais cela ne donne pas un sens à la vie, et cela ne donne pas un vrai sentiment de mission. Et Platon, il a créé de fait une sorte de secte, et c'est lui qui a inspiré l'éthique de l'Antiquité par la suite, et non Homère en fait, et non Aristote. Donc il a dit quelque chose qui a parlé aux gens et qui s'est fondu dans le stoïcisme, qui s'est fondu dans le christianisme. Et aujourd'hui, je veux dire, qui ont été les opposants au communisme au XXe siècle? C'était souvent des chrétiens orthodoxes, donc c'était des gens d'une certaine spiritualité, les Solzhenitsyn en Russie, les Petretutsea en Roumanie. Donc ça c'est important. Cette cultivation spirituelle c'est important. Euh, Il y a même des sectes platoniciennes qui continuent à exister aujourd'hui, comme Nouvelle Acropole, ce qui n'est pas le cas de la plupart des philosophes. Euh,
Donc je retiendrai cette ambition spirituelle et aussi de manière plus générale l'idée d'essai, l'idée d'essai extrêmement ambitieux, de créativité ambitieuse. Je pense qu'il faut faire des essais différents et il y a un passage dans les lois où justement il va censurer les poètes. Et moi je ne censurerai peut-être pas les poètes aussi sévèrement que le fait Platon, mais il dit très justement, je pense que il se justifie en disant oui, oui, vous les poètes, vous êtes des artistes, mais vous devez comprendre que nous, les hommes politiques, nous sommes aussi des artistes. Et que notre œuvre, elle est justement la plus grande des œuvres parce qu'elle contient toutes les autres, dont les vôtres. Et je pense que là, il a raison. Je pense que quand on voit Salazar, quand on voit Lee Kuan Yew, quand on voit même Charles de Gaulle à une certaine époque, c'était des artistes de la politique. Et donc, ça, il faut être libre de faire des essais. Mmh. Ça me semble une très bonne conclusion. Hem, est-ce que est-ce qu'il y a aussi une idée de, comment dirais-je? Platon fait partie vraiment de la grande tradition européenne, au fond, qui fait partie de notre identité. Donc malgré tout, malgré les critiques qu'on a pu lui adresser, Platon, on ne peut pas comprendre la tradition européenne sans en passer par lui. Alors, il est important pour comprendre la tradition européenne parce qu'il est quelque part... c'est son éthique qui a dominé notre civilisation pendant la majorité de son existence. Euh, mais je distinguerais peut-être la tradition européenne de la tradition au sens large, la tradition avec un T. Donc là, je parle de la tradition de Evola ou de Guénon. Et vraiment, quelque part, Platon, c'est le porte-étendard rationnel de cette tradition. Ça peut paraître très curieux, mais pour moi, c'est un des premiers axiales, en fait. Il est dans le même registre que Bouddha ou que Mahomet. Vraiment, il, il justifie l'existence humaine par une connaissance de l'au-delà, une certaine cultivation individuelle. Et c'est quelque chose qui a perturé. Dominique Vénère parlait de la tradition, mais c'est peut-être une critique ou une ambiguïté dans son projet que je constate, c'est que beaucoup d'entre nous parlons de la tradition, mais quelle tradition? Tradition chrétienne, parce que la tradition, on ne pratique pas la tradition en pratiquant la tradition. On pratique la tradition avec une tradition particulière, qu'elle soit chrétienne, que ça existe, mais c'est une question que je pose. Mmh. Disons que chez la tradition chez Dominique Vénère est en effet, comprise de façon différente que la tradition avec un grand T comme chez, Julie Smola. Dominique Vénère, tend à réfuter cette dimension universelle, en fait, de la tradition. Dominique Vénère parle vraiment de la tradition des Européens, qu'il conçoit comme le contraire du nihilisme. La tradition est ce qui place le supérieur, au-dessus de l'inférieur et à cet égard, je pense que Platon, constitue une œuvre, une aide salutaire pour, restaurer, retrouver ces valeurs, aristocratiques, pour, retrouver une saine conscience du supérieur. Tout à fait, le bon, le bien, le juste, tout ça est fondamental dans l'œuvre de Platon. Il n'y a aucun égalitarisme quelconque. Tout à fait. Bon bien, nous allons conclure ici. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à tout ce qui a été dit? Évidemment, on n'a pas pu aborder tous les points de ton livre. Je laisse les auditeurs, le découvrir. Heu, d'ailleurs, un petit mot peut-être, comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Je rappelle d'ailleurs que ton livre n'est disponible qu'en anglais, donc c'est pour les lecteurs anglophones. Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, il est disponible sur la plupart des sites nationaux d'Amazon. Je cherche à le publier d'une autre manière et si vous connaissez des options à cet égard pour éviter Amazon, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Euh, ou je vais recevoir des copies personnelles en assez grand nombre. Je pourrais les vendre directement en personne. Ça, c'est l'autre option pour l'instant. Euh, et pour conclure, je pense que moi j'ai écrit cette œuvre parce que
ces œuvres m'ont parlé de manière très directe et je voulais les présenter d'une manière qui soit pertinente pour notre temps. Je pense que c'est une introduction, une bonne introduction à ces œuvres, mais aussi vraiment j'essaie de faire ressortir la pertinence éternelle de ces œuvres en fait, parce que la politique ça doit être en harmonie avec les lois de la vie. Et les Grecs étaient très proches de la vie. C'était pas, ils vivaient pas dans le confort, dans la sécurité parfaite, où on pouvait passer toute notre vie comme nous on l'est derrière un écran et se raconter des histoires. C'est pas comme ça que ça marchait. La vie était courte et ils voulaient qu'elle soit aussi belle que possible. Et je pense qu'il faut essayer de renouer avec cette mentalité-là et en tout cas se ressourcer. Je pense que même si on ne peut pas redevenir des Grecs, parce que je pense pas que ça peut. Enfin, s'il y a une catastrophe, mais avec notre niveau de confort, on ne va pas être des Grecs automatiquement. Mais je pense qu'on peut se ressourcer chez leurs œuvres et chez leur état d'esprit. Et de manière générale, il y a des exemples dont on peut s'inspirer, parce que c'est un exemple état de droit, de citoyenneté, qui est biopolitique, c'est-à-dire qui est compatible avec notre existence en tant que peuple. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de reprendre ces mots-là. Ce ne sont pas que les mots de nos adversaires. Je pense qu'il y a une vraie citoyenneté, un vrai état de droit qui est caractéristique des Européens. Ça n'existe pas ou très rarement chez les autres peuples. Et très concrètement, c'est donc une idée archéofuturiste. Je reprends le mot de Guillaume Fay, d'essayer de penser le futur selon les origines, selon les moteurs premiers qui sont les lois de la vie. Mais très concrètement, on peut imaginer que dans ce siècle, il y aura des nouveaux États européens en Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique. Récemment, je me suis penché sur le cas de Singapour, qui est un État majoritairement chinois qui s'est formé depuis le chaos ethnique de l'Asie du Sud-Est, le chaos ethnique produit par l'Empire britannique, qu'on peut considérer comme la première mondialisation. Et j'espère que cette œuvre pourra contribuer à de nouveaux États qui soient raisonnables et qui défendent leur peuple. Bien, je le souhaite également. Je souhaite que ton livre, aide à une meilleure compréhension, tout d'abord, de la pensée politique des Grecs et qu'elle serve de matière à réflexion pour, refonder une saine doctrine politique de nos jours, comme tu l'as dit. Hem, donc voilà, je te remercie encore une fois pour, d'avoir accepté cette invitation. J'étais très heureux de faire cet entretien avec toi. Peut-être un dernier mot, pour les auditeurs qui voudraient, s'intéresser à tes travaux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, je suis sur Twitter, Guy Durocher, arrobase Guy Durocher, Mmh. mais je suis sur plusieurs sites de la dissidence américaine globalement, donc The Occidental Observer, The Unz Review de temps en temps, Countercurrents et American Renaissance. Donc vous pouvez me trouver sur ces divers sites. Je voulais dire aussi que c'est moi qui te remercie parce que c'est pas tous les jours que j'ai la possibilité de partager ma pensée avec un public francophone et je suis toujours heureux des échanges, des critiques parce que justement il faut sortir de nos cadres nationaux et de nos cercles linguistiques. Mais je suis assez heureux qu'en général j'ai l'impression que les militants des différents bords sont sur des lignes assez similaires et se comprennent assez bien. Oui, c'est aussi mon impression. C'était ta première émission en français, c'est ça? C'est le cas, oui. Eh bien, voilà, je suis heureux d'avoir inauguré ça avec toi. Hem,
Eh bien, je rappellerai simplement au public, de vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, pour aider au référencement de la chaîne et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, si les réflexions de Guillaume Durocher vous ont inspiré certains commentaires, certaines critiques ou au contraire, d'autres réflexions personnelles, je crois que cela nous intéressera tous les 2. Donc voilà, je vous remercie, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.